Berlin ne comprit pas tout de suite ce qui venait de se passer. Les sirènes étaient restées silencieuses. Pourtant, une section entière de bureaux fumait déjà. Et personne n'avait aperçu les appareils qui avaient traversé le ciel. Nord de l'Angleterre, fin 1943. La nuit est claire, mais plate, sans lune. Dans le hangar, le Mosquito repose sur ses trains, pare-brise couvert d'une fine pellicule de givre. L'équipe au sol travaille vite, presque sans parole. Les gestes sont courts, carburant, vérification, panneau d'accès refermé. Le silence donne au hangar une tension inhabituelle. Le commandant Hales arrive le premier. Il pose la main sur le bord de l'aile, teste la rigidité. « Rien ne bouge » demande-t-il au mécanicien. Un signe de tête suffit. Le Mosquito n'a pas la peau métallique des autres bimoteurs. Le bois absorbe les frappes des outils, étouffe les bruits. Dans ce raid, ce détail devient une arme. À quelques mètres, l'officier radar déroule une carte sombre, rouge et bleue. Il glisse son doigt vers la ligne de défense allemande. Leur station dresse un couloir serré, ici. Vous passerez en dessous, moteur réduit. Ils ne vous trouveront pas. Hales répond par un bref « bien ». L'absence d'ornement ramène le briefing à l'essentiel. Vitesse, altitude, silence. Les deux pilotes montent à bord. Les verrous claquent. Les moteurs Merlin s'allument, mais pas dans la montée brutale, habituelle. Hales laisse les manettes avancer lentement, comme si chaque décibel comptait. Le bruit reste contenu, presque contenu dans le hangar comme sous une cloche lourde. Les techniciens s'écartent sans hâte, habitués à ce décollage feutré. En roulant vers la piste, l'appareil ne projette que de faibles éclats sur le béton humide. L'escadron suit. 3 silhouettes fines, prêtes à disparaître dès que la vitesse augmentera. Le contrôleur de piste se penche à sa fenêtre. Il ne dit rien. Il écoute seulement le ronflement bas des moteurs qui s'éloignent. Pas de projecteurs, pas de signaux lumineux, un départ discret, à l'image même de la mission. Au bout de la piste, Hales stabilise le Mosquito quelques secondes. On y va. Son copilote resserre les sangles. La poussée grimpe, mais la cabine ne tremble presque pas. L'avion quitte le sol avec une douceur inhabituelle pour un bimoteur de guerre. En quelques secondes, les machines disparaissent dans la couche inférieure, sans trace, comme avalées par le ciel. Derrière eux, la base retrouve son calme. Le hangar demeure ouvert, sur le vide, éclairé seulement par quelques lampes prêtes à s'éteindre. Rien n'indique qu'un escadron vient de partir frapper la capitale ennemie. Rien, sauf un souffle froid qui traverse le bâtiment et fait vibrer les outils, restés sur un établi. Le Mosquito avance maintenant à basse altitude au-dessus de la mer du Nord. Les vagues reflètent à peine son passage. Le bois du fuselage absorbe les variations d'air, réduit les échos. L'appareil glisse dans un couloir invisible, soutenu par sa vitesse et par l'idée précise de ce qu'il ne doit pas laisser derrière lui. Aucune signature, aucune alerte. Dans l'habitacle, Hales surveille l'horizon. Cap maintenu. Pas de retour radar. Son copilote répond d'un signe bref. Ils savent que leur force réside dans ces minutes exactes, celles où le monde ignore qu'ils sont en route. Au-dessus de la mer du Nord, l'escadron avance, en ligne souple. Le ciel reste vide, sans lune ni étoile visible. Les Mosquitos volent à une altitude si basse que les crêtes d'écume apparaissent par moments au bord des hublots. Dans l'habitacle, l'air vibre légèrement. Pas de turbulence, seulement la vitesse qui presse la structure. Hales garde une main sur la manette, l'autre près de la radio. « Garde-moi les antennes allemandes en tête », dit-il. Le copilote consulte un petit tableau, fixé à la paroi. Fréquences estimées, zone probable. Pas de carte détaillée, juste ce qu'il faut pour réagir.
L'ennemi adapte ses réseaux de détection presque chaque semaine. L'escadron doit se glisser entre les mailles, comme un souffle trop rapide pour être remarqué. Un message bref arrive dans le casque. Groupe 2, ajusté cap 3 degrés sud. Hales répond par un simple clic. Il incline légèrement l'appareil. Le Mosquito pivote sans perdre son rythme, comme un coureur qui corrige sa trajectoire. Dans le cockpit, la visibilité reste faible, mais la ligne d'horizon se dessine par touches pâles, suffisante pour maintenir l'alignement. Plus loin, la côte approche. Un halo sombre, irrégulier. On passe au-dessus des dunes, pas un mètre de plus, murmure Hales. Le copilote replace ses instruments. Le Mosquito franchit la frontière maritime sans signaler sa présence. Aucune batterie côtière ne réagit. Aucun faisceau de projecteurs ne tourne. Le silence confirme que les radars n'ont rien capté. En contournant une zone industrielle, Hales réduit encore le régime. Le Merlin grogne à peine, retenu comme un animal dressé. Le bois du fuselage absorbe les vibrations, rendant l'ensemble plus discret que ne le serait n'importe quel autre bimoteur. Ce trait, que les techniciens vantent parfois comme un hasard heureux, devient à cet instant une protection essentielle. « Toujours rien sur la bande », dit le copilote. Hales acquiesce, les yeux sur les silhouettes de cheminées noyées dans le noir. Le ciel change soudain. Une plaque de nuages bas apparaît devant eux, couvrant l'est. Hales fronce légèrement les sourcils. Mauvais timing. On prend la couche, mais doucement. Le Mosquito grimpe de quelques dizaines de mètres. Les gouttes glissent sur le pare-brise, puis disparaissent dans le souffle. À l'intérieur, le bruit se tasse encore. Les repères visuels s'effacent. Le vol devient pur, aveuglement contrôlé. Cette zone de nuages offre pourtant un avantage. Elle masque la troupe, absorbe la lumière des villes proches. L'escadron y plonge l'un après l'autre, disparaissant complètement. Dans la cabine, Hales ajuste son altitude au centimètre près, surveillant la pression. Les commandes répondent sans heurts. On tient le couloir, continue. Il n'écoute pas ici. Le copilote confirme d'un geste précis. La sortie de la couche se fait brusquement. Berlin n'est plus très loin. On distingue déjà une lueur diffuse à l'horizon, signe des premiers districts industriels. L'escadron reste toutefois à l'ombre du relief et des nuages épars. Le raid doit rester silencieux jusqu'à la dernière minute. Derrière, un autre appareil signale une légère dérive. Hales répond « Suis notre vitesse, rien d'autre, on avance, ensemble ». Dans cette opération, la cohésion est aussi importante que la discrétion. Un seul avion isolé pourrait croiser un faisceau radar, compromettant tout le groupe. Ils maintiennent ainsi leur progression jusqu'à la limite des faubourgs. Le bruit des moteurs reste feutré. Le vent, plus chargé d'odeurs de charbon, passe en flux irréguliers sur les ailes. Hales prend une respiration courte. Approche finale dans 3 minutes. Garde les yeux sur les toits. Devant eux, la capitale n'a toujours aucune idée de ce qui arrive. Les faubourgs apparaissent d'abord comme une série de taches plus claires. Pas de projecteurs, seulement quelques rues éclairées par des lampes isolées. L'escadron reste en formation serrée. Hales baisse légèrement le nez du Mosquito pour passer sous une couche de fumée venant d'une usine. Le copilote scrute les toits. « Rien qui bouge », dit-il. La trajectoire impose un virage précis, au-dessus d'un canal. Le Mosquito répond sans inertie. Les moteurs Merlin tournent à un régime maîtrisé, comme étouffés par la nuit. En contrebas, l'eau reflète une mince bande pâle. Hales garde l'œil sur le relief des quais. On reste là, 2 minutes. Après, montée courte. C'est dans ce couloir que la furtivité du Mosquito joue pleinement. Profil étroit, surface lisse,
Signature sonore, faible. Les radars allemands balayent en plus haut. Le couloir reste ouvert. Au point de regroupement, l'escadron ralentit légèrement. Chacun vérifie ses instruments. L'objectif n'est plus loin. Un bâtiment administratif, peu protégé, mais essentiel pour la logistique aérienne allemande. Hals reçoit un signal bref, un double clic venant de l'appareil de tête du second groupe. « Ils sont en place », dit-il. Le copilote répond. « On peut y aller ». Ils amorcent la montée. Pas plus de 50 mètres, juste assez pour franchir une ligne de toits irréguliers. Les silhouettes sombres glissent entre les cheminées et les câbles. Devant eux, Berlin se dévoile sans bruit. La ville dort sous une chape de fumée froide. Un train passe sur une voie élevée, lentement, ignorant complètement les 3 avions qui le dépassent au ras du convoi. À l'approche du quartier ciblé, Hales tend un doigt vers un repère visuel, une tour d'horloge à peine éclairée. Là, après le pont, on plonge. Le copilote verrouille les commandes secondaires. Le Mosquito accélère légèrement. Le bois de la structure absorbe la montée en puissance sans résonance. L'appareil reste étonnamment stable. Soudain, un faisceau lointain se déplace au-dessus d'eux, timide, presque hésitant. Il ne les cherche pas. Il balaie trop haut. Hales garde la trajectoire et dit simplement « On est sous leur seuil, continue ». L'escadron reste ferme, aucune correction brusque. Ils franchissent le pont. Le bâtiment apparaît enfin. Un bloc de pierre massif, 2 ailes latérales, fenêtres étroites. Pas de postes anti-aériens visibles. Hale sent la cabine se tendre. C'est l'instant où l'ennemi pourrait comprendre. Il annonce « Attaque courte. On frappe, on ressort par la voie sud ». À 30 mètres du sol, le Mosquito glisse en légère descente. Le copilote ouvre la trappe. L'air froid envahit la cabine, dispersant l'odeur d'huile chaude. Le mécanisme répond sans délai. Hales dit « Prêt, une seule passe ». À l'arrière, les verrous s'ouvrent. Clic sec, net. La charge quitte l'appareil dans un bref sursaut. Le Mosquito remonte aussitôt, comme délesté d'un poids retenu trop longtemps. L'explosion arrive une seconde plus tard. Un coup sourd, étouffé par la distance, mais suffisant pour éclairer les façades voisines d'un flash blanc. Aucun canon ne tire, aucun phare ne s'allume. Hales pousse la manette. On se replie, même couloir. Derrière eux, l'incendie commence à prendre, noyant la rue d'une lueur instable. L'escadron s'éloigne, en silence, repris par l'obscurité qu'il avait laissé entrer. La sortie du quartier frappé se fait dans un silence encore plus dense qu'à l'arrivée. Les Mosquitos glissent le long d'une artère sombre, puis s'inclinent pour rejoindre la zone industrielle sud. Le souffle de l'explosion n'a pas entraîné d'alerte immédiate. Seul un panache de fumée apparaît derrière les immeubles. Hales garde le cap bas et constant. Pas de zigzag, on garde la ligne. Le copilote ajuste l'altimètre, la marge reste mince. Plus loin, une usine éclaire faiblement ses coursives extérieures. Le métal renvoie des reflets jaunes. Hales ralentit, juste assez pour éviter que ces zones lumineuses ne tranchent trop sur leur silhouette. Le bois du fuselage absorbe ces contrastes. À cette hauteur, même une ombre de trop pourrait trahir leur passage. On reste sous les cheminées, ajoute-t-il. Le Mosquito passe entre 2 tours d'acier, comme entre des rochers, au bord d'un fleuve. L'escadron se regroupe à nouveau. Un appareil signale par radio un léger problème d'instrumentation. L'indicateur de vitesse vacille. Hales répond. Conserve le visuel. Reste derrière moi, rien d'autre. Le Mosquito affecté maintient sa place. La formation devient plus serrée, mais reste contrôlée. Le vol à basse altitude protège l'ensemble du groupe d'une détection prématurée.
La ville change encore. Les zones industrielles laissent place à des blocs résidentiels irréguliers. Les rues sont plus étroites, les toits plus bas. Hales reconnaît une ligne de rail qui peut servir de guide pour la sortie. On suit la voie jusqu'au tournant, puis on descend vers la rivière. Ce plan exploite une vieille carte et un relevé approximatif. Dans ce type de mission, la technique ne remplace pas l'œil du pilote. Au moment de franchir la ligne de rail, un grondement lointain apparaît. Pas une alarme, plutôt un moteur de camion qui démarre quelque part dans l'est. Le son résonne contre les façades et crée une confusion passagère dans les casques. Hal serre les dents. Ignoré, pas pour nous. L'escadron maintient sa vitesse. Aucune lumière supplémentaire n'apparaît. La ville continue de dormir, inconsciente du passage de 3 avions étrangers. La rivière se présente comme une bande sombre, large et lisse. Hales incline le Mosquito vers la surface. On rase. Tu surveilles la rive nord. Le copilote hoche la tête. Le vol au-dessus de l'eau réduit encore la probabilité d'être capté par un radar situé plus haut. L'air devient plus froid, chargé d'humidité. L'appareil se stabilise à moins de 5 mètres du niveau de l'eau, sans balancement. À mi-parcours, un pont s'avance brusquement. Structure métallique, haute mais imprévisible dans l'obscurité. Hales annonce. On monte juste ce qu'il faut. Le Mosquito grimpe d'un souffle, franchit l'arche, puis replonge. L'escadron répète la manœuvre à la seconde près. Derrière eux, personne ne touche la structure. Le fleuve absorbe tout. Après le dernier virage, la sortie sud apparaît enfin. Plus de lumière, plus de silhouettes de bâtiments. Les champs reprennent. L'horizon devient uniforme. Hales respire brièvement. On passe en régime de transition, direction la frontière. Le copilote verrouille les instruments. Le bruit des moteurs reprend un timbre plus régulier, mais reste contenu. En s'éloignant de la capitale, Hales jette un regard rapide en arrière. Berlin s'efface derrière une couche de fumée et d'ombre. Aucune chasse nocturne n'arrive. Aucun projecteur ne perce la nuit. L'escadron a frappé, puis disparu comme prévu. Leurs fenêtres de furtivité se referment, mais la phase la plus sensible se termine sans réaction adverse. « Cap stable, on continue », dit Hales. Les 3 Mosquitos glissent maintenant vers l'ouest, portés par un vent qui commence à se lever. L'altitude remonte progressivement. Le sol devient moins lisible, champs sombres, haies, routes fines comme des fils. L'escadron garde une ligne stable. Hales ajuste le régime moteur pour la première fois depuis l'entrée en Allemagne. On passe au-dessus des postes secondaires, pas trop haut. Le copilote vérifie les indications. Aucune fluctuation de fréquence, pas de signe de radar actif dans ce secteur. Le vent tourne. Une rafale venue du sud fait vibrer légèrement l'aile gauche. Hales corrige immédiatement. Le Mosquito reste droit, mais l'air annonce un changement de rythme. Derrière, l'appareil qui avait signalé un problème de vitesse confirme que l'aiguille vacille à nouveau. On peut compenser en visuel tant qu'on reste groupé, dit Hales. Le ton reste calme, mais il surveille la distance entre les avions. À mesure qu'ils avancent, la topographie s'élève par endroits. De petites collines interrompent la régularité du terrain. Hales choisit une trajectoire qui longe leur base sans monter trop haut. « Ils ont un relais radar sur la crête », dit-il. Le copilote répond. On passe sous leur angle mort. Le Mosquito descend légèrement. Les 2 autres suivent. Cette portion du vol demande moins de précision que l'approche de Berlin, mais davantage de constance. Le bois du fuselage limite les échos, mais l'effet est moins marqué à cette altitude. La discrétion dépend surtout du profil réduit et de la vitesse contrôlée. Hales garde une main sur la commande de mélange,
prêt à corriger la puissance pour éviter tout pic sonore inutile. Un hameau apparaît au loin. Quelques maisons, un clocher discret. Une batterie légère pourrait s'y trouver, même inactive. Hales prend une décision rapide. On contourne par le nord. Aucun risque inutile. L'escadron glisse au-dessus d'un champ large, puis croise une route à peine éclairée par un camion isolé. Les phares ne lèvent pas vers le ciel. Rien ne suggère que les habitants remarquent le passage. Le vent change encore, cette fois plus brusquement. Une turbulence fait un léger saut sous le train. Le copilote resserre sa ceinture. « Rien de grave », dit-il. Hales corrige sans hésiter. Le Mosquito retrouve sa stabilité en quelques secondes. Derrière, l'avion avec l'instrument défaillant s'écarte légèrement. « Rapproche, seulement 3 mètres », ordonne Hale. Le pilote obéit. La formation retrouve sa cohésion. Ils approchent maintenant d'une zone forestière. Le relief descend, puis remonte. Hale s'ajuste le cap pour suivre la ligne d'arbres. Le vol rase la cime pendant plusieurs minutes. Les branches ne sont visibles que par flash, mais donnent une référence utile. « On sort de leur zone de surveillance dans 10 minutes », dit le copilote. Hales répond d'un bref signe. Ils n'ont pas allumé un seul feu depuis le décollage. Cette phase n'offre aucune raison de changer. À la sortie de la forêt, la terre devient presque plate. L'air se calme. Le vent perd de la force. Pour la première fois depuis Berlin, l'escadron retrouve une traction régulière. Encore un quart d'heure, et on passe la frontière, dit Hals. Le copilote resserre les documents de navigation. Le retour vers la mer s'annonce plus simple que l'entrée. Les 3 Mosquitos poursuivent leur route. Aucune alerte radio. Aucun contact hostile. Seul le bruit maîtrisé des merlins remplit l'habitacle, comme un fil tendu qui guide l'équipage hors de l'Allemagne. La ligne frontière approche, invisible mais chargée de contraintes. L'escadron maintient une altitude moyenne, assez basse pour rester hors des radars, assez haute pour éviter les arbres isolés. Hales observe l'horizon. Un voile plus clair indique la présence de la plaine qui descend vers la mer. « On entre dans la zone de transition, reste précis », dit-il au copilote. Le vent faiblit encore, laissant les moteurs occuper tout l'espace sonore. Ce calme forcé crée un nouvel enjeu. Toute anomalie mécanique serait maintenant plus perceptible. Hals écoute le merlin comme on écoute une horloge. Les vibrations sont régulières. Pas de variation. Le Mosquito reste stable, soutenu par la densité de l'air froid. Le copilote indique « pression constante, rien à signaler ». Derrière, l'appareil dont l'indicateur de vitesse fluctue commence à dériver légèrement. Hales réagit aussitôt. On resserre encore la formation. Pas d'écart sur cette section. Le pilote concerné rapproche son appareil de 2 mètres supplémentaires. La formation devient compacte, presque en bloc. Cette cohésion offre une signature réduite au radar lointain, qui peinent à distinguer plusieurs petites cibles groupées. Un changement brusque de luminosité survient. Un village isolé utilise un éclairage public encore allumé. Quelques lampes suspendues, aux rues, donnent un halo jaune qui pourrait dévoiler une silhouette trop basse. Hale s'incline l'avion vers la zone la plus sombre, contournant le bourg par l'ouest. On évite la lumière directe, rien de plus simple, dit-il. Le copilote vérifie la distance avec la lisière des arbres. Le Mosquito glisse sans perte de vitesse. Plus loin, une ligne électrique traverse la plaine. Hales repère les pylônes à temps. On monte légèrement. Le Mosquito franchit la ligne dans un mouvement court et propre. Les 2 autres répètent la manœuvre. Le bois du fuselage absorbe le souffle de la montée rapide, empêchant l'appareil de résonner.
L'escadron retrouve sa hauteur initiale quelques secondes plus tard. La frontière radio se manifeste par un léger changement sur la bande d'écoute. Un crépitement, une fréquence différente. Les opérateurs allemands travaillent un plus loin au nord. Helles baisse l'intensité de la radio. On reste discret sur les transmissions. Pas un mot inutile. Le copilote acquiesce. La discipline sonore fait partie intégrante de la mission. Même un échange trop net pourrait révéler une source d'émission inhabituelle. La plaine s'élargit, puis commence une descente douce vers la côte. L'air devient plus humide, apportant l'odeur de la mer. Hales vérifie l'assiette. On prend l'axe ouest. Quand on verra le reflet de l'eau, on passe en rase-motte. L'océan offre une couverture naturelle contre les radars terrestres, mais impose une vigilance constante. Au ras de la mer, il suffit d'une rafale pour rabattre l'aile trop bas. L'escadron approche donc avec prudence. Enfin, une bande argentée apparaît entre deux collines, la mer du Nord. Les mosquitos s'y engagent en formation serrée. La transition se fait presque sans parole. Hales réduit légèrement le régime, laissant les appareils glisser jusqu'à la surface. Le vent marin secoue l'aile droite, mais rien de dangereux. On y est. Route directe vers l'Angleterre, annonce Hales. Le copilote règle les instruments pour le vol maritime. Les moteurs reprennent un rythme régulier, moins contraint. La frontière allemande est maintenant derrière eux. Au-dessus de la mer, la tension ne disparaît pas encore, mais elle change. Ce n'est plus la menace des radars ou d'une batterie isolée, mais la surveillance du temps, du carburant et de l'épuisement qui commence à se faire sentir après plusieurs heures de vol sous pression. Hales jette un regard rapide à travers la verrière. Les deux autres mosquitos suivent, parfaitement alignés. Berlin n'a toujours pas réagi. La mer s'étend sous eux, plate et sombre. Le vent souffle en rafales irrégulières, mais l'air reste plus propre qu'au-dessus du continent. Hales ajuste les gaz. On garde cette vitesse, pas plus. Le Merlin répond avec une souplesse presque rassurante. Le copilote vérifie le niveau de carburant, suffisant, mais sans marge excessive. On rentre direct, sans détour, dit-il. L'escadron se maintient en formation serrée, plus par nécessité que par discipline. À cette altitude, la mer absorbe les repères. Le moindre écart pourrait devenir dangereux en cas de baisse de visibilité. Les trois mosquitos glissent au-dessus des vagues, laissant derrière eux un sillage sonore, faible et régulier. Le bois du fuselage atténue toujours les vibrations, donnant au vol une stabilité presque sèche. Un léger voile apparaît au large. Un brouillard marin commence à naître. Hales observe la ligne diffuse qui s'étire d'est en ouest. On traverse, mais lentement. Tu surveilles l'horizon gauche, dit-il. Le copilote acquiesce. Le brouillard n'est pas dense, mais il peut engloutir leurs repères visuels en quelques minutes. Il s'y engage. L'humidité frappe la verrière, se transforme en perles fines qui glissent en lignes irrégulières. Le bruit s'étouffe légèrement. L'escadron conserve le cap. Derrière, l'avion dont l'indicateur de vitesse reste instable maintient sa position, de façon exemplaire. Hales remarque la précision du pilote. « Bien derrière, ne bouge pas », dit-il brièvement par radio. Le brouillard s'éclaircit. Une bande plus sombre apparaît devant eux. Une couche nuageuse basse venue du nord. Hales hésite une fraction de seconde. On passe au-dessus. Ce sera plus propre. Les mosquitos montent en douceur. Le bois absorbe l'effort sans résonance. Quelques secondes suffisent pour franchir la couche. Au-dessus, le ciel est presque clair. Le copilote consulte la navigation. Encore 40 minutes, si le vent reste stable. Hales répond par un simple « parfait ». À ce stade,
La menace ennemie est minimale, mais le vol au-dessus de la mer garde ses risques. Aucune référence au sol, une fatigue accumulée et la possibilité d'une défaillance mécanique isolée. Un craquement bref retentit dans la radio. Pas un message, juste une interférence. Hales vérifie la fréquence. Rien. Probablement un écho lointain. Continue, dit-il. Le copilote surveille néanmoins la bande. Aucun signal allemand ne se manifeste. Les appareils progressent dans un calme tendu. Plus loin, une lueur faible apparaît à l'horizon. Non pas une ville, mais les reflets d'un cargo ou d'un patrouilleur allié. Hales corrige légèrement son cap pour éviter tout rapprochement inutile. On passe au large, pas de croisement. L'escadron dévie de quelques degrés, puis retrouve sa direction. La fatigue commence à peser. Le vol à basse altitude au-dessus de la mer demande une concentration constante. Hales bouge légèrement les épaules pour réduire la tension. Le copilote garde les yeux sur les instruments, prêt à signaler la moindre variation. Le bruit des moteurs devient presque monotone, mais il reste maîtrisé. Enfin, une forme reconnaissable se dessine. Une ligne de falaise, lointaine mais certaine. Le littoral anglais. Hales souffle discrètement. On approche, encore 10 minutes. Les appareils maintiennent leur formation. Le retour à la base est proche, mais la procédure d'arrivée reste stricte. Approche basse, aucun feu allumé, silence radio jusqu'au signal final. Le vent change une dernière fois, apportant une odeur de terre humide. Les mosquitos quittent le large et suivent la courbe de la côte. Le vol de retour touche à sa fin. Les falaises anglaises s'effacent dans une brume légère. L'escadron réduit encore la hauteur, longeant la côte sans s'en approcher trop. Hales garde un œil sur les instruments, un autre sur l'horizon. On reste bas jusqu'au signal de la tour, dit-il. Le copilote active le canal prévu, muet jusqu'à présent. Pas un souffle. Les règles sont claires. L'initiative ne vient jamais des avions. Ils suivent une vallée sombre, noyée dans le brouillard. Quelques fermes laissent filtrer une lueur faible derrière des rideaux. Personne ne sait qu'un raid complet, passé sous les radars allemands, rentre chez lui à moins de 50 mètres du sol. Le Mosquito avance, sans bruit, inutile. Les Merlins tournent à un régime mesuré, stable, presque docile. Soudain, la radio crache un court signal. 2 impulsions, espacées. Hales réagit aussitôt. C'est pour nous. On monte à 150 pieds. L'escadron s'élève dans un mouvement synchronisé. La base approche. Aucun feu ne doit encore apparaître. Les mosquitos se présentent comme des silhouettes sombres dans un ciel uniformément gris. Une dernière couche de nuages s'interpose. Hales y plonge sans ralentir. L'humidité enveloppe l'appareil, brouille brièvement les repères visuels. Le copilote fixe l'assiette. Tout est stable. En sortant de la couche, une bande de terre humide se dévoile. La piste. Éclairée sans projecteur, seulement par quelques lampes rases dirigées vers le sol. Appareil 1, approche finale. 2 et 3, suivez l'axe, annonce Hales. Les trains se déploient avec un cliquetis sec. Le Mosquito s'aligne, légèrement décalé vers la gauche pour laisser l'espace aux 2 autres. L'air devient plus lourd. Le bruit des Merlins diminue progressivement. Le contact avec la piste se fait en douceur. Une courte secousse, rien de plus. Hales active les freins. L'appareil ralentit jusqu'à glisser au pas vers la sortie latérale. Derrière, les 2 autres mosquitos se posent à quelques secondes d'intervalle. Aucun écart, aucun retard. La formation se défait seulement une fois au sol. Les moteurs s'arrêtent dans un souffle irrégulier, puis le silence retombe. Les techniciens accourent, lampes en main. L'un d'eux lève le pouce vers Hale. Le commandant répond par un bref signe. Pas de célébration, pas encore.
La mission doit d'abord être consignée, vérifiée, confirmée. En descendant, Hales inspecte d'un regard la peau du mosquito. Rien de visible, aucune trace de tir, aucune vibration inhabituelle. Le bois porte bien son rôle, silencieux, efficace, surprenant. Le copilote retire son casque et dit simplement « Ils ne nous ont jamais vus ». Hales répond d'un bref « non ». Les trois équipages se regroupent dans le hangar. L'air est froid, saturé d'huile et de poussière. L'officier de service prend quelques notes rapides. Aucun contact ennemi. Hales secoue la tête. Rien. Pas même un écho. L'officier lève les yeux, surpris par la netteté du rapport. Berlin a été frappé sans alarme confirmée, ajoute le copilote. Dans un coin, le pilote, dont l'instrument avait défailli, observe son mosquito avec un mélange de fatigue et de satisfaction. « Il a tenu jusqu'au bout », dit-il. Hales lui répond. Il n'a jamais perdu la ligne, c'est tout ce qui compte. À l'extérieur, un vent léger traverse la base, soulève un rideau de poussière. L'aube approche. Le raid restera invisible pour l'ennemi, mais ses effets commenceront bientôt à se faire sentir. Les équipages quittent le tarmac sans un mot de plus. La tension de la nuit se dissipe en silence. Le jour se lève lentement sur la base, éclairant les silhouettes immobiles des mosquitos. Le hangar résonne de pas précis, de feuilles que l'on tourne, de quelques outils posés sans bruit. Le raid fait déjà l'objet d'un compte rendu initial. Hales s'appuie contre la table étroite où sont alignées les cartes. Son manteau est encore froid, chargé de l'humidité du vol. Le copilote s'assoit brièvement, mains sur les genoux, le regard clair mais fatigué. L'officier de renseignement arrive, chemise froissée, yeux rougis par la nuit. Il porte un dossier mince. Berlin n'a rien signalé avant 4 heures du matin, dit-il sans préambule. Hales relève la tête. Aucune alerte? L'officier secoue la tête. Rien. Il cherche l'origine de l'explosion. Il parle d'un accident électrique. Ils n'ont aucune trace d'appareil. Un silence bref s'installe. Pas d'exclamation. Juste une confirmation sobre. La mission a fonctionné exactement comme prévu. Dans le hangar voisin, les mécaniciens inspectent les mosquitos. Ils tapotent la peau en bois, vérifient les fixations, testent les trappes. L'un d'eux commente, en passant. Ces machines avalent la nuit mieux que toutes les autres. Une remarque simple, sans emphase. Un technicien note les niveaux d'huile, puis referme un panneau avec un claquement sec. Pas une fuite, dit-il. Hales rejoint le tarmac. Il s'arrête près du nez de son appareil. Le bois verni porte encore des traces d'humidité saline. Rien de spectaculaire, rien qui annoncerait un vol de plusieurs heures dans l'un des espaces aériens les plus surveillés du continent. Le copilote arrive à son tour. Il observe la surface du fuselage, effleure une nervure. On a traversé leur capitale comme si elle était vide, dit-il. Hales répond. C'était le but. Un messager traverse la piste en courant. Il tente une note brève. L'état-major veut un rapport complet dans 1 heure. Il demande aussi une estimation du délai pour rendre les appareils de nouveau opérationnels. Hales acquiesce. Les nôtres seront prêts avant la nuit. Le ton n'indique ni fierté ni tension. Seulement une certitude issue de l'expérience. Dans une salle étroite proche du hangar, les équipages déposent leurs gilets de vol et leurs casques. L'odeur d'huile et de tissu humide remplit la pièce. Personne ne parle longtemps. Les phrases restent courtes, fonctionnelles. Un pilote du second appareil dit « La montée au-dessus de la couche, près de la mer. Je pensais qu'on allait perdre les repères. » Un autre répond « Le bois amortit mieux que je croyais. Ça garde la main stable. » Rien de plus. Lorsque tous sont réunis autour de la table, Hales ouvre la réunion.
Cible atteinte, aucune opposition. Formation serrée, aucun écart dangereux. Défaillance mineure sur le 3e appareil, compensée par le visuel. Les têtes hochent. L'officier de renseignement note rapidement. Les Allemands n'interprètent pas encore l'attaque comme un raid. La confusion joue pour nous. Le rapport se termine en moins de 10 minutes. Pas de conclusion grandiloquente, pas de célébration. La pièce se vide rapidement. Les équipages sortent dans le froid du matin. Le vent transporte l'odeur de terre humide et de carburant froid. La base retrouve son rythme normal, comme si rien ne s'était passé. Hales marche vers le bord du tarmac. Le soleil dépasse enfin la ligne d'arbres. Les mosquitos immobiles se teintent d'un gris pâle. Le raid restera l'un de ces moments où la technique et la précision se combinent pour créer un effet disproportionné. Un vol passé sous tous les seuils ennemis, réalisé par des avions dont la peau en bois a permis de traverser l'un des espaces les plus surveillés d'Europe sans être vu. Le copilote rejoint Hales et dit simplement « On fera mieux la prochaine fois ». Hales répond « Oui, et plus vite encore ». La journée commence et déjà la nuit suivante se prépare. Si tu veux d'autres récits dans ce format, abonne-toi et dis-moi quel épisode ou quelle machine de la Seconde Guerre mondiale tu veux découvrir ensuite.